Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire de l'actualité, climat toujours tendu au Burundi à la veille des scrutins législatifs et communaux. L'opposition n'y participera pas et s'était déjà retirée du processus électoral en 2010. Djibouti a célébré le 38e anniversaire de son indépendance ce 28 juin. Nous verrons les avancées politiques et économiques du pays. Culture enfin d'édition avec une immersion au sein de l'univers artistique de Kelvin Oubani. Ses œuvres sont un savant mélange de couleurs sur divers supports. Mais avant de développer ces titres, les Béninois appelés aux urnes ce dimanche, initialement prévus pour 2013, les élections municipales, communales et locales se tiennent finalement à 2 mois après les législatives afin de renouveler les conseils municipaux et communaux dans 77 communes ainsi que les conseils de village et de quartier de ville. Au Burundi, les électeurs sont appelés aux urnes ce lundi à 24 heures des scrutins législatifs et communaux contestés et boycottés par l'opposition. Le gouvernement a maintenu sa position, arguant un risque de vide institutionnel. Les explications de Lizelsi Akizimana. Les élections communales et législatives auront bel et bien lieu ce lundi 29 juin au Burundi. Alors que l'opposition et la société civile appellent au boycott des premières élections de 2015, l'UPRONA, un des partis proches de la majorité, fait campagne. Consili Nibigira, la présidente de ce parti, se dit prête à y aller malgré l'absence de l'opposition. Je ne vois pas vraiment en quoi les élections communales et législatives poseraient un problème. Parce que la sécurité, même si elle n'est pas totale, en 2005, nous avons organisé des élections et se sont tenues bien pendant que le FNL continuait à perturber la sécurité. Et aujourd'hui, on ne comprend vraiment pas comment la société civile qui organise une manifestation contre le 3e mandat, qui n'est pas encore concernée par les premières élections, on ne comprend pas l'opposition qui boycotte les élections communales et législatives, disant qu'ils sont contre le 3e mandat. Pour nous, à l'UPRONA, la raison n'est pas du tout fondée. Les partis comme l'UPRONA, le FNL et le FRODEBOU sont de grands partis politiques qui se sont divisés et qui comptent désormais 2 branches, l'une de l'opposition et l'autre proche du pouvoir en place. Cette dernière branche participe donc à ces premières élections de 2015. Objectif, éviter le pays de tomber dans un vide constitutionnel. L'entêtement du pouvoir de Bujumbura et le parti CNDD-FDD, y compris les partis satellites comme l'UPRONA de Consili, est lié au fait que le président Nkurunziza n'a pas droit au 3e mandat selon la Constitution et les accords d'Arusha. Et il sait bien qu'en fonction du temps, il pourra tomber dans la transition, laquelle transition ne sera pas gérée par le président Nkurunziza. Donc il devra y avoir quelqu'un de neutre. Sur le terrain, du côté des partis qui vont aux élections, la campagne bat son plein. De l'autre côté, l'opposition radicale dénonce ce qu'elle a appelé une comédie d'élections. Vendredi, Ban Ki-moon, le secrétaire général des Nations Unies, avait suggéré au gouvernement de reporter ces élections afin qu'elles soient inclusives, transparentes et crédibles. Et c'est dans ce contexte déjà tendu que du matériel électoral a été brûlé dans la commune du Tenga, à environ 200 km au nord-est de Bujumbura, dans la province de Kirundo. Selon son gouverneur révérien Guima Zabo, un groupe de jeunes non identifiés ont mis le feu au bâtiment qui abritait des urnes et isoloirs. Signe supplémentaire d'une tension qui monte à l'approche du début des élections générales. 2 grenades ont aussi explosé et des tirs ont résonné pendant la nuit de vendredi à samedi dans le quartier de Jabé à Bujumbura, la capitale. Toujours dans l'actualité burundaise, ajoutons enfin que plusieurs responsables de partis politiques se sont plaints de l'arrestation de leurs militants. C'est le cas d'Aganton Rwasa, le chef de l'ex-rébellion FNL, Force nationale de libération. Samedi 27 juin, 2 des cadres de son mouvement à Cibitoke ont été arrêtés. Il s'agit d'Evangeline Kamarola, présidente locale de la Ligue des femmes du mouvement d'Agathon Rwasa, et d'Augustin Bourikoukiye, le représentant des FNL Rwasa à Cibitoke.
Dans l'actualité également, un conseil national sécuritaire à Tunis ce dimanche. Le gouvernement a convoqué des représentants de l'Assemblée nationale et de toutes les instances sécuritaires et militaires du pays suite à l'attentat de Sousse de ce jeudi. L'ambition est ici de mettre au point un plan d'action efficace pour répondre à la menace djihadiste. Parmi les pistes envisagées, le renforcement de la sécurisation des sites touristiques, le démantèlement des cellules terroristes ou encore le contrôle des lieux de prière clandestins. Comment se porte Djibouti sur le plan politique, économique et social? Une interrogation qui prend tout son sens 38 ans après son accession à l'indépendance. Célébrée ce samedi, la fête a été l'occasion de revenir sur ces points clés. Jean-Célestin Ediangué et Kenny Martial. Pays de la Corne de l'Afrique, Djibouti célébrait ce samedi ses 38 ans d'accession à l'indépendance. L'occasion pour l'opposition réunie au sein du Front pour la restauration de l'unité et la démocratie, le FRUD, de faire le point sur la situation politique et économique du pays. Après 38 ans, il y a quand même un épuisement du pouvoir parce que malgré la présence des militaires, c'est-à-dire des bases militaires occidentales et même chinoises bientôt, plus de la moitié de la population aujourd'hui sont dans une situation de quasi-famine. Sans oublier le fait que dans ces régions, par exemple, aucune ONG ne peut se rendre et que les exactions, ça a été déjà dénoncé il y a quelques mois, depuis le mois d'avril, il y a une répression terrible contre les populations de ces régions. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui on est dans une impasse totale et c'est la raison pour laquelle toute la population, toutes tendances confondues, toutes les communautés confondues aujourd'hui, franchement, ne veulent pas du 4e mandat du président. Car en dépit de l'accord signé le 30 décembre 2014 entre le gouvernement et l'Union pour le salut national, le dialogue politique avance à petits pas. Les autorités de Djibouti affirment pourtant que l'indépendance acquise le 27 juin 1977 représente avant tout une fierté nationale et des défis à relever pour le bien-être des populations. Le peuple djiboutien dans son ensemble et surtout la jeunesse plus particulièrement est très fière d'avoir fait aujourd'hui le 38e anniversaire de son accession à l'indépendance. Parallèlement, donc, beaucoup de jeunes sont formés de plus en plus pour éduquer et donc outiller pour lutter contre le chômage. Et plus, donc, nous aurons des emplois. Donc, le gouvernement travaille inlassablement pour la jeunesse afin qu'ils puissent bénéficier des retombées économiques. La croissance du produit intérieur brut est passée de 4,5% entre 2009 et 2013 à 5,5% en 2014. Et les projections pour l'année 2015 s'établissent à 6,5%, notamment grâce au transit croissant de marchandises à destination de l'Éthiopie et au développement de l'activité portuaire et du secteur des télécommunications. Ce qui devrait permettre d'améliorer davantage le quotidien des 900 000 Djiboutiens. Focus à présent sur le mix média. Pour Kelvin Oubani, c'est un doux mélange de couleurs sur divers supports. Ce jeune artiste nigérian s'inspire essentiellement de son environnement et de ses origines métissées. Portrait de ce dernier avec Birama Saunera. Kelvin Oubani veut faire la promotion de ce qu'il appelle le mix média. Les œuvres de l'artiste nigérian s'inspirent essentiellement de l'environnement, mais sa particularité se trouve dans sa capacité à diversifier ses supports. Entre ses mains, l'eau, l'acrylique et la peinture à huile se confondent en un art, le mix média. Si vous voyez ses œuvres, c'est plein de signification. La nature abstraite des œuvres est chargée de sens. Au fait, c'est l'artiste qui fera l'explication de ses œuvres. L'admirateur pourrait être curieux et poser des questions. Puis il va révéler le sens de ces motifs abstraits. Né d'un père charpentier, d'une mère couturière et ayant une sœur fabricante d'objets en perles, Kelvin Oubani se décrit comme quelqu'un qui a eu une chance exceptionnelle, celle d'avoir grandi dans la créativité de sa famille. La diversité des perles de sa sœur, les coupes uniques des robes de sa mère et l'esthétique des meubles de son père ont été autant d'influences. Je crois qu'en tant qu'artiste, je vois au-delà de ce que les gens voient. Je peux regarder cet arbre en ce moment, je peux voir les visages, je peux voir un homme sur un cheval. Ce n'est pas par ma propre volonté, c'est parce que Dieu a mis à moi cette vision intérieure. Les œuvres de Kelvin Oubani sont appréciées par les amateurs d'art. Ses clients viennent essentiellement d'Asie et des États-Unis. Le défi pour lui aujourd'hui est d'exporter cet art.
C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.